Bienvenue dans cette émission du jeudi 18 mai 2023 où nous célébrons l'Ascension, où je vais développer dans la continuité du premier volet présenté hier, la nature et les caractéristiques du projet totalitaire. Je l'ai évoqué, le totalitarisme, c'est un délire psychotique paranoïaque. De nouveau, si face à une épidémie normale, face à laquelle il convenait de soigner les gens et de ne rien faire d'autre, nous avons connu 3 années comme celles que nous venons de vivre, c'est parce qu'il y a eu un délire collectif qui s'est emparé des esprits et qui, en l'occurrence, a été porté par un certain nombre d'acteurs sociaux qui ont agi de manière extrêmement massive et délibérée pour aller dans cette direction. Mais toujours est-il que le point de départ, c'est effectivement cet état délirant qui, selon Ariane Biran, que je cite ici, s'articule en premier lieu sur le déni de réalité. Donc la réalité et l'expérience n'existent pas. Les données épidémiologiques données par John Ioannidis dès le mois de mars 2020 montrant que nous étions dans une épidémie banale. Les données du professeur Raoult à l'IHU Méditerranée Infection montrant qu'on pouvait en 5 jours faire baisser la charge virale de sorte à mettre les gens hors de danger. Les données montrant que les prescriptions de vitamine D et vitamine C étaient essentielles pour stimuler l'immunité. Les données montrant que les pays comme la Suède, qui n'imposaient pas toutes ces mesures coercitives, les données qui rappelaient que les masques en population générale n'avaient jamais démontré le moindre effet, mais avaient des effets dommageables, tout ça n'existait plus. Nous avions basculé dans ce que Baudrillard appelait l'hyperréalité, et donc nous n'avions plus de boucle de rétroaction pour qualifier la pensée délirante dogmatique. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on n'est pas pris dans le délire, si on a une pensée farfelue ou inadéquate, le choc avec le réel ou la vérification avec le réel nous fait reprendre nos esprits. Et là, donc, ces boucles de rétroaction, on l'a vu, n'ont pas fonctionné. Deuxième élément, c'est un délire interprétatif. Un ennemi extérieur ou intérieur, visible ou invisible, nous veut du mal. Et j'ai souvent commenté comment le virus était l'ennemi idéal. Parce que vous ne pouvez pas le voir. Donc on peut soupçonner en permanence qu'il est là, avec des idéologies dédiées, mégalomanie, pseudo-idéaux humanitaires, tous protégés. C'était du flan. C'était vraiment un slogan répugnant tellement il était faux. Mais voyez, on a joué sur la corde, ne soyez pas égoïstes, soyez solidaires avec les autres, hypocondrie, oulala, je risque d'être malade, persécution, et puis avec cette association que j'ai aussi soulignée, où tous ceux qui contestaient le narratif officiel ont été assimilés au virus. Et combien, là encore, de soi-disant médecins de plateau ou soi-disant philosophes nous ont dit les non-injectés sont des dangers publics. Non, c'est les gens qui délirent qui sont des dangers publics, dans une situation comme celle-là. Et troisième caractéristique, c'est la projection, la méfiance, le clivage, l'hyper-contrôle. Récemment, dans une interview, Ariane Biran, qui bien sûr s'occupe aussi de la question de l'agenda pédophile de l'OMS que j'ai déjà développé dans une émission précédente, un journaliste qui lui faisait remarquer, oui, mais c'est très clivant ces questions, rappelait, mais si c'est clivant, c'est précisément parce que nous sommes dans une dérive totalitaire. Si nous n'étions pas dans une telle dérive, ça ne serait pas clivant du tout. Tout le monde comprendrait qu'on n'a pas à exposer des enfants en bas âge, mais même des enfants tout court, à des éléments de sexualité d'adultes. Ils découvriront ça au moment où ils passeront par l'adolescence, mais qu'on importe dans le monde de l'enfance qui n'a pas à être confronté à cela, et si c'est clivant, c'est parce que ce repère est perdu. Et ce qu'il y a d'intéressant avec la psychose paranoïaque, qui est à l'origine du totalitarisme, c'est que c'est une folie qui présente l'apparence de la raison, du discours argumenté, tout en s'organisant en fait sur un délire de persécution qui justifie in fine, dans sa logique folle bien sûr, la persécution d'autrui. Donc elle ne nie pas la loi, mais elle l'interprète à son avantage et si elle en a le pouvoir, l'instrumentalise pour persécuter les individus et non plus les protéger. Donc on a fait croire que la science avait montré que la trithérapie de Marseille ne fonctionnait pas. C'est totalement faux.
pour qui sait lire une étude. On a fait croire qu'une certaine intervention thérapeutique, génique, expérimentale était sûre et efficace. Quiconque sait lire la science pouvait se rendre compte tout de suite que ça n'était pas vrai. Mais voyez, on peut, dans le cadre du délire, tenir un discours argumenté sur quelque chose de faux. Et je crois qu'on a tous, dans notre entourage, si on est un tout petit peu éveillé à ces réalités, observé des gens qu'on croyait logiques et avoir les pieds sur terre qui se sont mis à adhérer à des choses totalement indéfendables. Et donc, la caractéristique de la paranoïa, de la psychose paranoïaque, c'est qu'elle est contagieuse. Une personne paranoïaque peut, si elle étend son emprise sur des gens de son environnement ou des inconnus, les englober. Alors on a des expériences en psychologie sociale, par exemple, vous avez des gens qui attendent un arrêt de bus, puis d'un coup il y en a un qui commence à regarder de manière anxieuse autour de lui, comme s'il y avait un danger. Et bien qu'au fond les autres, ils se mettent aussi à observer de manière anxieuse. Et j'avais rappelé dans Hold Up, le film documentaire auquel j'ai participé, que si vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que ça stimule des zones très archaïques du cerveau, et quand on est dans la peur face à un danger de mort, si on est réellement face à un ours ou un tueur qui risque de nous tuer, on réfléchit plus. C'est l'instinct qui prend le dessus, sauf que quand l'instinct est instrumentalisé face à quelque chose qui n'est pas dangereux, la Suède n'a rien fait, s'en sort le mieux, et bien à ce moment-là, on est complètement à côté de la plaque. Et donc pris dans cette logique délirante imposée d'en haut, et on voit bien que des gens comme Bill Gates, Klaus Schwab, Emmanuel Macron sont des gens, Fauci, Bourla, sont des gens qui sont paranoïaques, qui veulent une domination totale sur les autres, avec une stratégie paranoïaque et des tactiques perverses. Alors ces logiques, on les a vues, c'est la déshumanisation de tous ceux qui ne se soumettent pas à votre volonté. On veut les concentrer, leur interdire de sortir de chez eux, avoir un statut qui les distingue, ne plus avoir accès à un certain nombre de choses. Et on a construit des camps de déportation dans un ensemble de pays, dont l'Australie et le Canada. La Chine, bien sûr, mais même l'Australie et le Canada. Et il y a cette logique génocidaire. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont nos ennemis, ce sont les alliés du virus, et le cas échéant, il faudra les éradiquer. Et cette logique guerrière, bien sûr. Donc si on corrige le narratif de l'OTAN, qui est entièrement fallacieux pour tous ceux qui connaissent le dossier, donc il faut savoir que Zelensky était ouvert au mois de mars-avril, qui a suivi les opérations militaires et l'invasion du Donbass par la Russie, à un accord de paix. Et que c'est l'OTAN qui lui a interdit, avec des pays occidentaux qui ont tout fait pour mettre en échec la construction d'une paix durable dans cette région, ce qui aurait été possible. Et Ariane Biran nous rappelle que la finalité de délires psychopathologiques collectifs comme celui dans lequel nous sommes, c'est toujours la guerre. Il n'y a pas un régime de cette nature qui soit arrivé ailleurs. Et avec ce harcèlement persécutoire des dissidents, Solzhenitsyn à l'époque nous avait prévenu en nous disant « à l'avenir, les dissidents seront à l'ouest ». Il avait vu juste. Et donc le modus operandi du totalitarisme, c'est le harcèlement. Et plutôt que de détruire, ça vient plus tard. Mais dans un premier temps, il s'agit de pousser à l'autodestruction, jusqu'au suicide, par des traumatismes répétés sur la durée, engendrés dans la terreur et la violence. On désespère les gens, comme le traitement réservé aux soignants suspendus. Vraiment, ils ont été d'un courage et d'une résilience extraordinaire. Et il y a eu malheureusement de nombreux suicides, comme les restaurateurs à qui l'on a fait fermer de manière répétée leur établissement jusqu'au moment où ils n'ont plus été capables de le faire tourner. Et chez ces gens, vous voyez, qu'on harcèle dans la durée. Et les régimes politiques qui fonctionnent à l'idéologie de la terreur utilisent la violence extrême ensuite, alors d'abord de manière indirecte, mais suspendre des gens sans salaire pendant pratiquement 2 ans en les faisant passer pour des retardés anti-science, alors que ce sont des gens qui, au contraire, ont lu la science et ont vu qu'il fallait plutôt être prudent par rapport à cette histoire, c'est d'une violence extrême, car il s'agit de faire régner l'idéologie de gré ou de force. Et donc, la fin justifie les moyens.
avec l'utilisation massive de la calomnie. Allez voir sur Wikipédia les profils de toutes les personnes qui se sont opposées à la psychopathologie de masse. Vous verrez que tout a été trafiqué pour les faire passer pour des gens qu'ils ne sont pas, avec toutes les étiquettes dénigrantes, disqualifiantes, abusives, harcelantes à disposition, et les médias eux-mêmes sont devenus harceleurs, comme ID News en Suisse, qui, au lieu d'enquêter sur toutes les questions qu'il y avait à se poser autour de la corruption, des magouilles et des dérives, ont tapé de manière répétée pendant 3 ans sur quelques malheureux opposants dont j'ai fait partie, mais moi je m'en fiche un peu, mais d'autres, vous voyez, de manière obsessionnelle. Et donc, alors, en l'occurrence, ça les a conduits à la faillite. Donc là, ils sont en train de boucler la rédaction parce qu'évidemment qu'ils ont fini par s'aliéner même leur lectorat le plus fidèle en étant aussi bêtes et méchants. Mais ces logiques de harcèlement ont été extrêmement présentes et on voit que tout ce mouvement vise à l'annihilation de notre humanité. Le but n'est plus l'aliénation, c'est-à-dire soumettre les gens, mais l'annihilation du sujet humain. Le totalitarisme, souligne-t-elle, est par essence génocidaire. Il n'a plus besoin de l'humain, ou plutôt il prétend le créer de nouveau, à partir de zéro, un homme nouveau, à qui il faut supprimer la liberté pour faire régner l'idéal tyrannique et malsain de pureté. La race pure, le transhumanisme pur, l'apologie du corps puissant, de la volonté de puissance, du surhomme transhumanisé, suppose l'élimination des inutiles, des corps malades, des corps souffreteux. Et donc on voit apparaître l'avortement jusqu'après la naissance, on voit apparaître l'euthanasie pour les pauvres, au Canada actuellement, c'est étudié, que les pauvres aient le droit de demander l'euthanasie car ils sont pauvres, et que leur vie est trop difficile. Donc l'État serait d'accord de les aider à disparaître. Vous voyez ? Et donc il y a toute une mécanique totalitaire qui est en marche. Moi, ça me rappelle vraiment le film The Wall de Pink Floyd qui avait montré ça dans les années 80. Et Mathias Desmet, donc professeur en psychologie clinique, lui montre que les mesures Covid sont un rituel. Un rituel et un comportement de rituel auquel il faut sacrifier, même si c'est complètement absurde, car si vous en dérogez, si vous vous promenez sans masque alors que le masque est obligatoire, non seulement vous risquez de vous faire réprimer par les forces de l'ordre, enfin les forces de la tyrannie, mais en plus vous allez faire regarder de travers par tous les gens qui s'imaginent que vous êtes un danger pour eux. Vous voyez ? Et donc, on est dans ces rituels fous comme dans une secte. Et donc, les gens ne veulent plus penser par eux-mêmes et en arrivent à ce qu'on a abondamment observé hélas, c'est le ne pas vouloir savoir. Et on a tous fait cette expérience d'essayer de montrer des faits établis, des constats, des informations fiables à des gens et qui ne voulaient pas voir. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on s'est enfermé dans une dérive sectaire, c'est trop douloureux d'ouvrir les yeux sur ce qu'on est devenu et ce à quoi on a adhéré. Et notamment avec cette idée terriblement géniale dans la noirceur que chacun est potentiellement coupable de la maladie de l'autre. Et donc celui qui récuse le traitement politico-médiatique, souligne Ariane de la chose, devient donc un ennemi de la patrie, un traître, un collabo au virus, un assassin. L'ennemi est invisible, il est partout, les corps de la population sont perçus comme potentiellement malades, infectieux, dangereux. Et c'est vrai, on a vu ça, ces réflexes de rétraction. C'est du délire. Alors, tout ça, c'est le chemin vers le totalitarisme, et nous y sommes, de mon point de vue. Mais la finalité pour le mouvement totalitaire est de normaliser l'état d'exception et notamment le fracassement de toutes les garde-fous éthiques, politiques, juridiques et autres. Et donc le discours vient à dominer la réalité. Donc des gens mais grotesques dans leurs aptitudes intellectuelles comme Julien Pain, Tristan Mendès France ou Rudi Reichstadt deviennent des fact-checkers et c'est eux qu'on invite sur les plateaux. Vous voyez, le délire s'invite lui-même et se referme sur lui-même.
Et puis on est dans l'inversion accusatoire. Car puisque plus rien n'a de sens, c'est du délire. Le délire, c'est ce qui n'a pas de sens, c'est ce qui ne fait pas sens. Mais un délire qui prétend en avoir, eh bien, on entend ces reversements où on prétend lutter contre les discriminations en infligeant plus que jamais, en permettant par exemple l'exposition d'enfants au bas âge à des spectacles de drag queens qui sont effroyables en termes d'effraction psychique. Moi, j'ai rien contre les drag queens. Une fois que les gens sont adultes, ils font ce qu'ils veulent, mais exposer de force des enfants en bas âge à ces personnes avec tous les questionnements compliqués que ça pose pour les enfants, vous voyez, et on fait ça au nom de la lutte contre les discriminations et de la vertu. C'est pour une bonne cause. Et tous les footballeurs doivent porter un brassard LGBTQ. Ben non, pourquoi ? Ah, mais s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont homophobes. C'est qu'ils s'opposent au bien commun. Et nous sommes, voilà, dans ce grand délire collectif, avec bien sûr des méthodes sectaires, des chocs traumatiques répétés. La sécheresse, le dérèglement climatique, le coût de l'énergie, la guerre en Ukraine, tout ça, c'est des chocs tout à fait caractéristiques. On cherche à briser toute spontanéité chez les gens. Et comme notamment les règles n'arrêtent pas de changer, que tout ce qu'on dit risque d'être retenu contre nous, on se surveille, on s'autopolice en permanence, et ceci, bien sûr, ouvre la porte à la persécution, et même, alors nous n'y sommes pas encore, quoique, au permis de tuer. Dans le permis de tuer, je cite ces situations qui se sont produites, où on a interdit à des gens ayant besoin de transplantation d'organes d'en recevoir, alors même qu'elles étaient sur les listes, parce qu'elles avaient refusé de se faire injecter, y compris des nourrissons. Donc des enfants en bas âge qui avaient besoin de transplantation se sont vus condamnés à mort parce qu'ils n'avaient pas été injectés avec un truc qui ne sert à rien. On est dans le permis de tuer. Alors quel est le profil des harceleurs ? Ce sont les grands paranoïaques. Il y en a eu beaucoup à travers l'histoire. Je vous présente Staline, Mao, Pol Pot, Ivan le Terrible, Caligula. Klaus Schwab, qui, à mon sens, présente toutes les caractéristiques de quelqu'un de cette nature. Et puis des processus pervers, c'est Olivier Véran qui, par exemple, dit « Je suis fier de mon bilan » alors qu'il a détruit l'hôpital. Je rappelle qu'un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, a dénoncé la gestion calamiteuse qu'il a faite, mais lui, il est fier de son bilan. Les pervers, ils sont comme ça. Gilbert Deray, mais qui, lui, doit finir en prison avec ses horribles publications « Je ne tue pas mamie, je ne tue pas papy ». Vous voyez la responsabilité qu'on a fait porter sur la tête des enfants qui se sont imaginés qu'ils avaient le pouvoir de tuer papy ou mamie. C'est abominable, sachant que les enfants étaient très peu contaminateurs. Et de toute manière, que ce genre de message juste doit être évité, point barre. C'est monstrueux. Et puis bien sûr, Libération et d'autres qui font l'apologie de la pédophilie et cherchent, dans le sens du nouvel agenda soi-disant d'éducation sexuelle de l'OMS, en fait à banaliser et légaliser la pédocriminalité. Emmanuel Macron, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Et puis bien sûr, des pseudo-experts comme Antoine Flahault, mais qui est dramatique, lui aussi, doit vraiment répondre de la justice de ses inconduites. Et de nouveau, alors que tout montrait, on le savait depuis toujours, que l'utilisation de ce maudit bâillon n'avait aucun effet sur la transmission, qu'il produisait tout un ensemble de risques et effets indésirables, n'a cessé d'insister pour qu'on masque même les plus petits, ce qui est de la torture. Vous voyez ? Antoine Flahault est un apologue de la torture et un faussaire de la science parce qu'il se base uniquement sur des modélisations, comme celle du professeur Ferguson à Londres, dont Vincent Pavon a montré qu'elles sont frauduleuses. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être justes, elles sont toujours fausses et toujours fausses dans le même sens. Monsieur Flahault, qui n'est pas bête, le sait, et donc c'est un faussaire. Vous voyez, le gouvernement genevois, à un moment donné, est allé jusqu'à infliger le port du masque aux enfants en disant « c'est un sacrifice, mais c'est efficace ». Non, c'était pas efficace, il fallait surtout pas aller dans ce sens, mais les gens ont lâchement appliqué les consignes.
Alors les organisateurs et les collaborateurs de cet agenda totalitaire et paranoïaque, on les connaît, c'est des grands consortiums économiques qui aujourd'hui participent du fascisme en instrumentalisant les États, c'est-à-dire Big Data, et notamment les GAFAM, Big Finance, BlackRock et Vanguard, Big Pharma, et puis les plutocrates comme Gates, Zuckerberg, Bezos, Rockefeller, Arnault, qui sont juste des gens qui sont mentalement dérangés, c'est-à-dire un tel appétit de puissance. Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche au monde actuellement, s'est enrichi de manière éhontée au cours des 3 ans, pendant que la société française se paupérisait à grande vitesse. Mais comme Soros, c'est des gens qui en ont rien à fiche. Des organisations internationales et nationales corrompues, bien sûr l'OMS et l'ONU en premier lieu, mais les gouvernements, les parlements. Il y a une corruption rampante qui est démontrée de multiples manières. En Grande-Bretagne, par exemple, un député s'est vu dire par le ministre de la Santé de l'époque que soit il soutenait les mesures de confinement, soit le financement d'une institution pour des enfants handicapés sur le territoire de la circonscription de ce député tomberait à l'eau. Voilà. La justice, bien sûr, les agences gouvernementales, et puis après, tous les relais dans la société, la presse qui appartient aux oligarques, les sociétés médicales et les hôpitaux qui sont très largement corrompus, les universités qui sont devenues déjà de l'anti-savoir et des agents directs du fascisme, en appliquant à l'interne une répression abominable, les partis et les syndicats, les milieux économiques, et puis bien sûr tous les harceleurs patentés, les propagandistes payés, comme Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch, qui eux sont les petites mains qui travaillent au quotidien pour mettre en œuvre toute cette propagande. Un observateur du Brownstone Institute s'est penché sur le livre de Bill Gates sur les pandémies, on a comment éviter la prochaine pandémie, et il a dit, mais ce livre est issu d'un malade mental, un misophobe. Vous savez, c'est les gens qui souffrent de la terreur des microbes. Ça existe, il y a des gens, ils ont toujours peur d'être contaminés. Et donc, le livre de Bill Gates est un livre de misophobe qui relève de la psychopathologie, mais en aucun cas de la santé publique. Et donc, que ce type-là se soit retrouvé en charge, comme l'ont montré Politico et Die Welt, de la réponse sanitaire mondiale au Covid, c'est juste complètement délirant. C'est comme donner à un claustrophobe la gestion des aéroports du monde entier. Alors terminons avec une question importante. Qui résiste ? Ariane Biran a souligné que seuls 3 types de profils résistent au déferlement totalitaire, ceux qui ont une réelle autonomie, qui sont capables de penser par eux-mêmes, n'en déplaise à des universitaires véreux, qui ont intériorisé leur finitude. Oui, je vais mourir un jour, mais je n'ai pas besoin de paniquer, et c'est pas un virus anodin qui me met en danger, mais oui, je mourrai un jour. Et puis, un ancrage dans la vérité. Peu importe ce qu'on essaie de me faire croire, si ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, et je ne dirai pas blanc pour noir parce que tout le monde le dit. Et j'ai, en ce qui me concerne, ajouté l'exposition préalable à la manipulation perverse. Toutes les personnes qui ne savent pas que ça existe sont quand même relativement en difficulté. Comment résister, pour terminer ? Premier élément important, c'est l'intelligibilité. Mieux on comprend ces réalités, mieux on est capable d'y résister. C'est pour ça aussi que je déploie tout cet effort de partage de compréhension et de connaissance depuis 3 ans. Qu'on peut se représenter ce à quoi on a affaire, on est en grande partie protégé. Le deuxième élément, comme le rappelait Viktor Frankl, qui lui-même a survécu au camp de la mort, psychiatre juif déporté à Auschwitz, qui dit ceux qui ont un pourquoi vivre peuvent supporter presque n'importe quel comment et ne pas se laisser détruire. Et finalement, être lucide. Celui qui n'est pas intérieurement préparé à la violence, expliquait Solzhenitsyn, qui a survécu au goulag, est toujours plus faible que celui qui l'exerce. Et vous vous souvenez qu'ayant été expulsé de l'URSS, d'abord passé par la Suisse avant de se réfugier dans le Vermont, il avait porté un regard extrêmement lucide et critique sur l'Occident, en disant « Vous êtes dans une profonde éclipse de l'intelligence, vous allez souffrir, le gouffre est profond, vous êtes malade, vous avez la maladie du vide, toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. » Il
Il faut cesser de collaborer, dire non radicalement à tout ce qui est malsain, pervers, à tout ce qui dégrade, à tout ce qui pollue. Désobéir massivement, casseroler, désobéissez, ne portez pas, n'obéissez pas à des ordres absurdes et nous souvenir que nous avons la puissance. Nous sommes un colosse sans pied d'argile, mais qui ne sait pas qu'il détient la puissance et que ensemble, il est facile de mettre en échec. Et pour terminer, ma conviction que nos armes absolues, nous n'avons pas d'armes réelles et la violence ne serait pas une issue de toute manière, mais c'est la tendresse, la poésie, l'érotisme, la sensualité, l'innocence, qui sont le contraire de ce monde qui, lui, est dur et calculateur et baigné de pornographie et qui est profondément dégénéré, intéressé, cynique. Et donc, c'est ça nos forces, et c'est avec ça que nous pourrons mettre en échec cet agenda qu'il cherche à nous imposer. Merci beaucoup, et à demain pour une petite revue d'actualité.